Bien le bonjour internet et bienvenue dans cette vidéo un petit peu particulière où je vais parler du coronavirus et je vais vous expliquer pourquoi on fait n'importe quoi. Malgré toutes les recommandations, pourquoi certaines personnes présentent de l'inconscience dans leurs gestes? Pourquoi sortent-elles? On peut dire qu'on ne peut pas uniformiser toute une population parce que chaque individu est personnel et unique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas induire un comportement unique pour toute la population. Pourtant, le constat est là. Le pouvoir actuel mis en place en France a mis carrément en pause la France. Ce qui montre vraiment l'importance de la situation. À tel point que, pour vous donner un exemple, Macron, qui est vraiment dans la finance, a vraiment tout à perdre dans cette décision. Tous les éléments que l'on peut voir du gouvernement nous montrent qu'on est dans une situation dangereuse. Dans cette vidéo, on va pas s'arrêter sur le fait de dire les gens sont cons, ils ont rien compris, ça leur touche pas, donc ils se sentent pas du tout concernés alors que si. On va essayer plutôt de comprendre les mécanismes qui se déroulent derrière. Déjà, on peut formuler des erreurs médiatiques, notamment au début le laxisme. Voilà, comme cette image, Europe 1 disait « Coronavirus, pourquoi il ne faut pas trop s'inquiéter ?» Ça, c'était avant que la pandémie arrive en France. Malgré tous les signes alarmants, les médias ont choisi certains, de prôner le laxisme. Cependant, il ne faut pas oublier qu'un média a un total pouvoir sur le peuple français. Souvent, on se dit, si c'est la télévision, ça veut dire que c'est vrai. Plusieurs éléments auraient pu nous dire que, effectivement, on est quand même en danger avec le facteur de la mondialisation, et nous avions un exemple vraiment typique de la Chine. Je ne m'attarde pas trop sur ce sujet parce que je laisse aux gens la possibilité de pouvoir cracher sur ce qui a été fait, parce qu'on est très bon à donner des leçons quand les choses se sont déjà déroulées. L'autre erreur médiatique là que je reproche actuellement, c'est le trop. Trop d'informations, d'un point de vue psychologique, ça crée une surcharge informationnelle. Ces surcharges informationnelles vont biaiser notre prise de décision, et je vous propose d'en voir 3 conséquences. La première, c'est comme l'histoire, vous savez, Cri au loup. C'est l'histoire d'un enfant qui arrêtait pas de dire au loup aux villageois. Il y a un moment où, à force de répéter les mêmes choses, on s'est dit que il n'y a pas de loup, donc à chaque fois que l'enfant va crier au loup, il n'y a pas de danger. Le problème, c'est qu'un jour, le loup est vraiment arrivé, donc l'enfant a crié au loup, personne l'a cru, et voilà. En résumé, l'information pertinente va se noyer dans un flot d'informations. Voilà, je vous donne un petit exemple, entre 20 et 30% des mails ne sont pas lus parce qu'il y a trop d'informations, on n'a pas le temps de les lire. On ne prend pas le temps. L'excès d'information ou la surcharge informationnelle rend une personne moins intelligente, c'est prouvé scientifiquement. Si trop d'informations nous parvient, il peut advenir que l'on perd au moins 10 points de QI. C'est comme l'élément de la fatigue qui peut être effectivement une conséquence de cette surcharge informationnelle. Quand on est fatigué, on a beaucoup moins de réflexion, notre cerveau est un petit peu anesthésié, donc on peut dire que si on passait un test de QI dans un état de fatigue extrême, je suis pas sûr qu'on développera tous nos potentiels. Il y a aussi un cercle vicieux qui s'appelle une anxiété informationnelle. C'est un état psychologique négatif qui nous montre carrément un écart entre ce que nous comprenons et ce que nous croyons comprendre. Je pourrais résumer ceci en fait, c'est que si on regarde trop les informations sur le coronavirus, il y a tellement trop d'informations qu'on a l'impression de ne plus rien comprendre. Notamment étant une maladie là en 2020 assez nouvelle, nous n'avons pas assez de recul pour savoir comment ça fonctionne. Donc les informations aussi peuvent changer du tout au tout. Dans ce trop médiatique, si vous sentez effectivement une anxiété venir, il faut faire un break médiatique. Prenez un temps pour vous, ne restez pas rivé sur toutes les informations, heure par heure, parce que ça peut créer une overdose, un burn-out, et le terme infobésité est tout à fait propice à ce que je viens de vous dire. Alors pourquoi aussi on fait n'importe quoi? Eh bien, il y a les biais cognitifs qui rentrent en jeu. Nous avons tendance à être attirés au niveau de l'attention de manière préférentielle vers les émotions négatives. J'en veux pour exemple un journal russe qui a essayé de faire que des bonnes nouvelles. Eh bien, 2 tiers des lecteurs sont partis. Prêtez attention aussi dans les journaux télévisés, il nous faut toujours notre dose de négativité, sinon on n'accroche pas. Au niveau des biais cognitifs, il y a aussi le biais de confirmation. C'est-à-dire que si vous avez une grande masse d'informations, vous ne pourrez bien sûr pas tout retenir, mais en fonction de votre croyance et votre direction d'idée, vous allez plutôt retenir toutes les informations qui correspondent à, par exemple, moi je ne suis pas touché au coronavirus, ma famille non plus, donc moi je ne crois pas du tout au coronavirus, parce que c'est encore une fabulation, etc. C'est aussi l'Institut Pasteur aussi qui a créé ce virus. Eh bien, je vais retenir toutes ces informations et les autres informations, je vais les balayer, ce qui pourrait résumer en fait au biais de confirmation. Je vais vous passer un court extrait d'une vidéo, d'un reportage d'une personne qui a été interviewée dans une rue. D'accord. J'y crois pas du tout. C'est-à-dire le coronavirus, c'est comme une grippe en fait. Donc cette personne n'y croit pas.
On est dans une croyance. C'est comme le réchauffement climatique, c'est une croyance. À partir du moment où ça devient croyance, on peut dire que ça n'existe pas. Tout est question de proximité. Ce qui pourrait expliquer un tout petit peu en fait le fait que ça soit parti dans une croyance, c'est le fait de proximité. Je ne suis pas sûr que l'année dernière, des attentats qui sont produits en Libye, vous vous en rappelez. Cependant, s'il y a un Français dans les morts, malheureusement, on est plus enclin à s'en souvenir, à être émotionnellement touché, parce qu'en fait c'est un compatriote qui est mort, d'où une certaine proximité avec cette personne. J'ai mélangé un petit peu, bien sûr, ne faites pas l'amalgame, c'était juste pour vous expliquer très loin, permet aux gens de dire bah voilà le coronavirus, moi j'y crois pas, ça n'existe pas. Une petite expérience sympa qui a été faite en 2000 par Ernst Fer et qui montre qu'une population ne peut pas réagir en une seule et même bloc, à part dans un état totalitaire bien sûr. Si on transpose cette expérience sur la population française et le coronavirus, on peut dire à peu près que un quart des personnes vont obéir aux recommandations de l'État, de la médecine, qu'il y a également un quart d'égoïstes qui n'agissent que pour eux, qui n'ont pas compris qu'on peut être malade, touché et que l'on peut aussi toucher nos proches. Voilà, il y a un quart de personnes qui sont égoïstes, et il y a les autres, la moitié de la population, qui attendent de voir comment se comporte la majorité des gens. Ceci peut vous expliquer un petit peu le fait que les gens soient sortis dans des parcs, puisque si tout le monde fait pareil, eh ben écoutez, moi aussi j'y vais. Je vous renvoie également sur une vidéo qui s'appelle l'effet de groupe que j'ai fait il y a pas longtemps, qui va vous expliquer un petit peu le comportement d'effet de masse, et pourquoi on fait à peu près tous pareil comme les moutons de Panurge. Dans ce drame sanitaire, il y a également un nouveau facteur qui se met en place, ce sont les réseaux sociaux. Angela Sutan nous dit par exemple que les réseaux sociaux ont tendance à montrer trop de mauvais exemples, ce qui donne l'impression qu'il n'y a que des passagers clandestins. Ça crée un cercle vicieux. Voilà, je photographie mon enfant à la plage alors qu'il y a un confinement, plein de choses comme ça donne un mauvais exemple. Et rappelez-vous du camembert, si 50% de la population attend de savoir comment se comportent les autres, eh ben on va faire tous pareil. Angela nous dit également que ils ont l'impression d'avoir un bénéfice en allant au parc parce qu'ils ont fait un acte de bravoure. Alors que si on est menacé d'être désapprouvé sur les réseaux sociaux, ça devient très coûteux car c'est tout ce qu'on a en ce moment. Alors il nous explique effectivement que les réseaux sociaux ont un effet pervers. Cependant, il y a beaucoup aussi de solidarité, beaucoup de messages allant vers les soignants, les médecins, le corps médical, ce qui est tout à fait un renforçateur positif, mais surtout utiliser les réseaux sociaux en allant dans ce sens, et pas en likant ou en partageant des images où on déroge aux règles actuelles. Alors le corona, est-ce qu'on peut parler de phénomène de panique collective ? Pas en France actuellement, j'espère que ça n'arrivera jamais. D'impact psychologique de confinement, oui, ça c'est sûr, on va y aller. Et également de propagation de rumeurs. Comme on est sur une croyance, on peut dire tout et son contraire. D'un aspect rationnel, et effectivement cette question, je l'ai entendue au début quand le coronavirus est apparu en France. Comment expliquez-vous la peur suscitée par le coronavirus, qui semble totalement irrationnelle si l'on compare aux 10 000 morts que cause tous les ans en France la grippe? Nous pouvons scinder la grippe et le coronavirus sur le fait que la grippe, on connaît déjà. Plus il y a une familiarité avec le risque, moins les gens sont inquiets. Dans un état général, les nouvelles maladies font très peur. Elles suscitent énormément d'inquiétude même si elles font très peu de victimes. En scindant également la grippe et le coronavirus, ça fait très peu de temps qu'on le connaît et qu'on ne contrôle rien du tout. Je vais vous raconter une histoire qui va vous permettre de mettre en parallèle cette idée de non-contrôle. Vous êtes tous habitués à l'électricité. Eh bien, ce n'était pas le cas quand l'électricité a vu le jour. À cette époque-là, personne ne connaissait cette science. Elle a été très décriée, les gens en avaient très peur, et ça on peut le voir dans la littérature car c'est à cette même époque que l'on peut voir apparaître Frankenstein. Frankenstein qui bien sûr reprend vie grâce à l'électricité. Donc on était quand même dans un domaine aussi de croyance et on pouvait dire tout et n'importe quoi, et donc l'électricité pouvait faire revivre les morts. Petite anecdote, que j'appelle ça la variable PQ, que Roman Pollen nous explique. Avec le coronavirus, on fait face à la première pandémie de l'ère des réseaux sociaux numériques, ce qui, à mon avis, accentue les phénomènes qui existaient déjà autrefois. Je pense par exemple au phénomène de pénurie. Ce qui a été observé au Japon, c'est une rumeur au sujet d'une pénurie de papier hygiénique. Cette désinformation a généré la pénurie elle-même et a eu un effet de contagion dans de nombreux pays voisins, la Corée, Hong Kong et puis l'Australie. C'est ce qu'on appelle des prophéties autorisatrices. Une petite minorité de la population, très inquiète, va faire des réserves. Le reste de la population, plutôt sereine et attentiste, va par précaution imiter ces comportements irrationnels par crainte de ne plus avoir accès à certains produits. Rappelez-vous du camembert, 50% de la population attend de savoir comment font les autres. Si les gens se ruent sur le PQ, va falloir se ruer sur le PQ. Je change totalement de sujet et là on va parler du document à signer que l'on doit avoir sur nous à chaque fois qu'on sort. Et c'est Thierry Aymar qui nous aiguille un petit peu sur le fait de pourquoi ça existe. Quand on met sa signature sur un papier, il y a un réflexe mental qui fait que les gens, s'ils avaient déjà tendance à respecter les règles, veulent respecter l'engagement pris. Je pense qu'aussi c'est pour ça que l'État veut qu'on puisse signer un papier. Après la politique actuelle et la répression,
Je ne rentrerai pas dans le débat pour savoir si c'est bien, si c'est pas bien. En tout cas, c'est une mesure comme une autre pour respecter les règles. Alors c'est vrai qu'on mise sur la prise de conscience. Genre les gens n'ont pas conscience que c'est pas qu'une petite grippe, ça soigne pas. Les gens n'ont pas conscience que l'on peut être porteur sain et que l'on peut contaminer nombre de personnes si on prend pas des précautions. Les gens ne se rendent pas compte. Et bien que faire à cela? J'ai mon petit côté pessimiste qui vous dit, avec tout ce que je vous ai dit plus haut, et bien qu'une prise de conscience individuelle n'est pas possible, car nous sommes chacun différents et uniques, on a chacun une capacité cognitive différente, mais le fait de pouvoir se renseigner avec des gens compétents peut limiter la casse. Je ne vous parle pas de l'information de masse des médias, où par exemple un journaliste peut se permettre d'expliquer ce que c'est que la virologie à un éminent scientifique qui connaît les virus. Enfin bon voilà. Un deuxième aspect aussi pour la prise de conscience, mais qui marche ou pas, en tout cas qui a un effet positif sur notre prise de conscience, c'est malheureusement les témoignages des gens qui ont été touchés de près ou de loin par le coronavirus. Et là, ça s'adresse réellement aux gens qui disent « je n'y crois pas, ça n'existe pas ». Ces mêmes gens qui vont trouver inadmissible leur petit inconfort que ça va durer pendant 40 jours parce que voilà, ils peuvent plus aller faire les courses le mardi après-midi, et parce qu'ils ont plus de liberté, c'est inadmissible. Moi, j'espère de tout cœur que plus il y aura de messages, malheureusement, de souffrance, de choses comme ça, et plus les gens pourront se dire « bah oui, finalement... ça risque de venir chez moi quoi. Alors pour l'avenir, on va arriver sur quelques petits dommages collatéraux, comme par exemple la sédentarité. Voilà, pour les personnes qui sont confinées chez eux, en appartement, il va y avoir effectivement une prise de poids, ça c'est sûr à 100%. On passe d'une activité physique, même de pouvoir sortir chez soi pour aller prendre le métro, etc., à rien du tout. Et à part le fait d'avoir une volonté de faire, souvent notre alimentation était calquée sur le fait qu'on puisse avoir une activité physique avant. Donc on va se retrouver à manger comme avant, mais en plus aucune activité. On va arriver aussi sur une dépression ou un état dépressif. L'inactivité, bien sûr, ce n'est pas bon à moins d'être champion de l'inactivité. Une anxiété permanente, voilà le souci, c'est que, comme on a vu, les médias, voilà, en parlent que du coronavirus. Une anxiété grandit. Avec le problème aussi des réseaux sociaux, on ne peut pas faire de coupure, justement, c'est le mot coupure qu'il faut aussi garder dans cette vidéo. Il faut faire des coupures si ça va pas. Malheureusement, les réseaux sociaux aussi sont là pour raviver les choses. On se réveille Corona, on vit Corona, on se recouche Corona. Moi, j'ai pas encore de rêve Corona, mais peut-être vous que si. Et bien sûr, il va peut-être y avoir aussi des syndromes post-traumatiques. En tout cas, voilà, j'ai essayé de décortiquer un petit peu avec vous ensemble les effets psychologiques que ça entraîne. Je vais sans doute être réquisitionné parce que je travaille dans le corps médical. Voilà, si je comptais faire des vidéos, mais si je fais pas trop de vidéos, bah, c'est que je suis en train d'aider les gens. Donc voilà, je vous dis à très vite.